Alors, Charles, je te redis, tout plaisir que j'ai à te retrouver à Montréal après toutes ces années et que tu as accepté surtout qu'on ait ça ensemble, cet entretien. D'une part, tu es là parce qu'il y a ce congrès international de francophones, d'analystes francophones, mais aussi nous profitons du fait que ton dernier livre vient à peine de sortir. Je ne pense pas qu'il soit même à Montréal encore, mais dans les prochains jours, peut-être bien. Et nous allons aujourd'hui essayer de voir comment ce nouveau livre a aussi des antériorités, une histoire, et j'aimerais bien que ce soit ça, cette histoire-là, de cet écrit-là, par laquelle on commence notre entretien. Peut-être dire un mot avant même de commencer de ton histoire à toi, ton histoire professionnelle, ton histoire, ta formation, en insistant bien sûr sur ce que je sais être ta formation de base d'historienne et d'helléniste qui a travaillé pendant plus de 10 ans avec une équipe extraordinaire dirigée par Jean-Pierre Vernant. Peut-être que tu peux déjà nous introduire ton expérience à partir de ça. On verra par la suite ce qu'on peut. Oui, d'abord, merci infiniment de m'avoir convié à cet entretien. Et pour ce qui est de l'antériorité, tout de même, j'ai effectivement déjà travaillé avec vous, avec toi, en 2003, en 2005, lorsque je suis revenue à Montréal. En 2003, c'était des conférences à l'intérieur de la SPM, plus une conférence publique, si mes souvenirs sont exacts. 2005, c'était les entretiens de la Sapinière. Et depuis, finalement, le travail en commun n'a jamais cessé. On a toujours communiqué et travaillé ensemble. C'est assez important parce que je ne saurais jamais si c'est le fait d'avoir à parler à l'étranger. 2003, ça n'était pas... je faisais pas tellement de cycles de conférences comme ça. Si c'est le fait d'avoir parlé à l'étranger qui m'a donné l'audace de commencer à dire vraiment un certain nombre de choses que je pensais concernant le devenir de la psychanalyse contemporaine. Ça, c'est vrai. Alors, ma vision du devenir de la psychanalyse contemporaine a évidemment tout à voir comme un après-coup avec ce qu'a été ma formation d'origine, puisque tu m'interroges à ce sujet. Ma formation d'origine, je suis helléniste, c'est-à-dire des études classiques, allemand, latin, grec. Puis j'ai rejoint le laboratoire et des études d'histoire. Parce qu'en fait, je n'ai pas fait d'études de philosophie, mais j'ai fait des études d'histoire. Et à mon doctorat, qui était un doctorat sur la mythologie grecque, puisque j'ai travaillé sur l'hymne homérique à Hermès, sur un mythe grec, et tout le travail en étoile autour de cet hymne homérique. Après ces études d'histoire et ces études classiques, j'ai rejoint effectivement le laboratoire de Jean-Pierre Vernant. Alors, c'est à la fois une très très grande discipline de travail, c'est en même temps toujours quelque chose qui reste dans l'horizon de ce qui m'a aidé à penser la psychanalyse, nécessairement. Je veux dire, quand on a travaillé dans le détail de la traduction de Diproy, quand on a parcouru par exemple avec Nicole Leroux, qui était quand même une très grande amie, on a travaillé ensemble pendant des années, des dizaines d'années, je dois dire, pas des années, des dizaines d'années. Évidemment, quand j'entre dans la psychanalyse, tout ça fonctionne comme une espèce de fond, d'arrière-fond, de background très très profond. C'est important bien sûr, de le souligner, non pas uniquement parce que c'est effectivement ce qui était ton histoire, ta formation de base, mais aussi parce que c'est tellement déterminant dans ce que tu vas écrire, surtout à partir de 2003, autour de cette question du tragique qui disparaît, en tout cas dont la question se pose, en tout cas par rapport à la pratique théorique et clinique de la psychanalyse, dans quelle mesure il n'y a pas tout un changement, mais avec quelqu'un comme toi qui avait vécu de par
toute la formation dont tu viens de nous rappeler un peu les principaux les moments, il reste quand même qu'à ce moment-là, ça t'habitait avant même de commencer, parce que tu as fait psycho ensuite, et tu as travaillé avec les enfants, et tu es devenu une analyste, je sais, très, comme tu disais hier, très immergée dans la pratique, mais en même temps, constamment sollicité par cette question-là du tragique de la Grèce ancienne. Enfin, ce que le tragique a pu paraître à ce moment-là chez les écrivains de la Grèce antique. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. Au fond, il y a à la fois un mouvement de rupture et un mouvement de retrouvailles. Le mouvement de rupture, pour moi, il est extrêmement net. Il s'est d'ailleurs matérialisé très nettement, puisque j'ai quitté le laboratoire de Jean-Pierre Vernant. Je l'ai quitté, j'ai donné ma démission des hautes études pour devenir analyste, pour pratiquer la psychanalyse, pour assurer une consultation, c'est-à-dire pour être immergé dans la chose analytique. Il me semblait, alors surtout avec le poids de Vernant, qui quand même était un homme de la rationalité, il me semblait que je n'arriverais jamais à faire ce métier que je désirais très ardemment pratiquer si je restais dans cette espèce de mode de pensée, de la logique et de la rationalité, puisque finalement Vernant pensait à la fois la naissance de la pensée grecque et la naissance de la démocratie et la manière dont la tragédie était une reprise finalement du statut du citoyen face à la question de la décision. Tout ça, il le pensait dans les termes d'une histoire des mentalités, mais absolument pas dans l'idée que c'était travaillé de l'intérieur par l'irrationalité de la folie humaine. Au fond, l'irrationalité de la folie humaine, c'était l'hubris, mais l'hubris appartenait à la folie humaine. On n'allait pas se demander ce qui, dans la notion même d'hubris, pouvait avoir de points communs avec, par exemple, la question de l'inconscient. Donc, je quitte, ça c'est la rupture, je quitte le laboratoire tout en continuant à travailler avec eux et surtout tout en continuant à travailler beaucoup avec Nicole Leroux, énormément. Mais à ce moment-là, tu avais déjà commencé, j'imagine bien, une lecture de Freud. Ah, complètement. Approfondie. Ah, complètement. J'ai commencé, mais dans Hermès passe, mes ennuis ont commencé très très tôt. Mes ennuis internes et mes ennuis externes. Mes ennuis ont commencé très très tôt parce que, en même temps que je faisais mes études d'histoire, que je lisais les mythes grecs non traduits, puisqu'il y avait des choses qui n'étaient pas traduites, les scolies, etc. Bon. En même temps que je faisais du grec, je lisais Freud. Et en réalité, dans Hermès passe, j'avais commencé déjà à développer quelque chose à propos de la mythologie qui les ennuyait un petit peu. C'était Vernant, Vidanaké et Létienne, qui les ennuyait un petit peu, et qui d'ailleurs concernait le problème de la forme. Puisqu'au fond, j'avais, à force de travailler, je m'étais rendu compte qu'il y avait un passage très précis de l'hymne homérique à Hermès, dans le sacrifice renversé contre les règles du sacrifice, effectué par Hermès, qui avait une inversion absolument complète du vocabulaire de la répartition des parts réservées aux dieux dans le sacrifice et des parts réservées aux hommes. Donc au fond, c'était le sacrifice prométhéen, sauf que ça faisait bouger absolument toutes les lignes. Et c'était extrêmement important à mes yeux parce que d'une part, un bon nombre d'hellénistes s'étaient servis du sacrifice d'Hermès comme un véritable sacrifice, sans s'apercevoir que c'était un anti-sacrifice en même temps. Et donc je disais, au fond, c'est très intéressant, puisque Hermès fait ce qu'il dit qu'il veut faire, et ce à quoi il servira comme Dieu dans la mythologie. C'est-à-dire qu'il y avait une théorie de l'acte déjà, de l'ambiguïté du mot et de l'acte. Bon. Tout ça,
évidemment, en appui le plus discrètement que je pouvais, mais enfin très nettement parce que c'était bien à Freud que je le devais, donc en appui sur Freud. Donc, j'avais évidemment Freud en tête à cette époque-là, et je m'en étais servi pratiquement tout de suite. Puis j'ai recommencé une deuxième fois à propos des sirènes, puisque je devais faire une intervention dans un congrès, c'était en 76, 77. Là, j'avais déjà repris mes études et de psycho. Et je pense que j'avais déjà soutenu ma thèse. Et j'ai présenté quelque chose, là aussi, sur, alors, grande tradition des hellénistes de l'école de Paris, de l'école dite de Paris, c'est-à-dire ce groupe-là, où j'ai déplié tout le champ sémantique du son, de la voix, de la séduction, du charme, enfin tout ce que fabriquent les sirènes. J'avais retravaillé ça avec le silence des sirènes de Kafka, parce que c'était évidemment. Et à ce moment-là, j'avais pris, parce qu'il fallait bien franchir à un moment donné le pas, j'avais repris l'analyse de la parthénos, de la jeune fille, que sont les sirènes, ce sont des parthénoi, comme figure de l'effroi et figure de la séduction. Et là, de nouveau, on trouvait que j'exagérais un petit peu avec la psychanalyse, et moi je m'étais dit que j'allais continuer à exagérer beaucoup avec la psychanalyse. Donc c'est là la rupture. C'est là la rupture, absolument. Parce que ça, Hermès, c'était ton premier, enfin, le premier livre, je pense. Hermès, c'était mon premier livre, j'avais terminé de l'écrire, ça je m'en souviens très bien, en 74, et il a été publié en 78. Et j'ai quitté les hautes études en 79. Bon. Et alors, après ça, il s'est passé quand même tout un temps. Où j'ai appris mon métier d'analyste. Oui, justement. Parce que, bon, appris. Moi, ce que j'ai connu de toi, c'est bien sûr à partir de ce que tu avais fait comme rapport en 2001, l'action de la forme, rapport dans le même contexte qu'aujourd'hui, dans ce même congrès des psychanalystes de langue française qui était à Paris à ce moment-là, 2001. L'action de la forme, c'est important d'en parler parce que d'une part, tu l'as retravaillé, il a été publié l'an passé sous le titre « L'écoute du psychanalyste ». Alors, tu me disais justement comment ce passage-là, ce livre-là, mais avant même le livre, c'est-à-dire l'action de la forme, ce rapport-là avait été déterminant comme une condition pour reprendre une lecture extrêmement rigoureuse de Freud. Alors, oui, absolument. C'est assez intéressant que tu enchaînes sur l'action de la forme, puisque... et d'ailleurs, je crois que je l'avais dit à la fin du congrès du CPLF de 2001, où, en fait, je vous ai rencontré, parce que c'est là que j'ai rencontré Dominique Scarfone pour la première fois. Je ne le connaissais absolument pas. Il était dans une des tables rondes où je devais discuter avec les membres de la table ronde, et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Dominique Scarfone. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que tu repartes de l'action de la forme. Là, puisque je viens de te dire que le point, au fond, où j'avais commencé à aborder un usage de Freud qui n'était pas de la psychanalyse appliquée, mais qui justement était un usage du travail sur la forme, la déformation et une capacité d'effectivité de la forme elle-même avec le mythe. Quand je montrais que le mythe était en train d'effectuer dans l'usage même des mots ce qu'il disait dans la structuration d'une cosmogonie, j'étais déjà dans cette affaire, absolument, de l'action d'une forme et de l'action des mots. Alors, par ailleurs, tu as tout à fait raison, c'est-à-dire j'ai appris mon métier entre 1980
1980, 1990, je sais pas, j'ai dû devenir membre de la PF à ce moment-là, 92. J'ai travaillé, c'est l'époque où j'ai ensuite travaillé énormément avec J.B. Pontalis, enfin pendant des années. Tout ça a été entièrement tapissé par la lecture de Freud, d'autres que Freud aussi, mais avec quand même tout le temps une espèce de stupéfaction quand on relit les textes de Freud, de cette richesse. Parfois, je me dis, mais Freud, c'est comme Aristote. C'est très simple. On va essayer de dire qu'il est trop vieux, qu'il est déjà usé, qu'il est déjà fatigué, qu'on n'a pas besoin de tout cet appareil, etc. Mais dans un millénaire, on s'apercevra qu'il y a des embryons entiers de choses qui vont être mises au jour, qui sont dans ce texte, qui est un texte d'une inventivité, qui met en place de nouvelles structures de pensée, tout simplement. Donc, oui, lecture assidue de Freud, et dans l'écoute de l'analyse, dont toute la fin a été complètement refaite. Je veux dire, l'écoute de l'analyse, c'est un livre qui, en taille, représente le double de mon rapport de 2001, parce que j'ai énormément étoffé, justement, toute la question proprement dite de l'écoute, c'est-à-dire qu'est-ce que l'analyste mobilise quand il écoute son patient et qu'il ne se contente pas de traduire les contenus sémantiques des énoncés du patient avec un système de renvoi terme à terme, c'est-à-dire au fond une écoute très, très immédiatement traductive de ce qui est dit par le patient, et quand non plus il ne s'en tient pas à une espèce d'émerveillement recueilli, disons, devant les affects du patient, en se disant que là, le noyau affectif de ce qui est dit serait le noyau de vérité. Alors, voilà, l'écoute de l'analyste a été, pour moi, un élément absolument essentiel. Je crois que je n'aurais jamais pu écrire le psychanalyste apathique et le patient postmoderne si je n'avais pas fait cet énorme travail en amont et si je ne m'étais pas moi-même exposée dans ma compréhension de Freud et de l'usage que l'on peut faire de Freud, tout en discutant avec un certain nombre d'interlocuteurs, puisque dans l'écoute de l'analyse, je discute très longuement les positions de Laplan, je discute assez longuement, mais même très longuement, les positions de Vide-Blocher. Donc il y a une discussion menée avec mes maîtres et mes collègues. J'aurais pas pu écrire le psychanalyste apathique si je n'avais pas fait tout ce travail. Alors ça se chevauche, hein, parce que le rapport aux langues françaises date de 2000-2001. Les premiers fichiers pour le psychanalyste apathique datent de 2006. Je reprends le travail sur l'écoute de l'analyste, je dirais vers 2007. C'est publié finalement en 2012. Mais entre-temps, j'ai mené à bien des bouts entiers. Donc tout ça c'est un travail en même temps. Et puis, il faut rappeler ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en 2003, donc dans les années qui ont suivi immédiatement l'action de la forme, tu viens ici, invité par la SPM, tu fais cette conférence qui va s'appeler Destin de destin, et qui, par bien des aspects, est déjà annonciatrice de ce que tu vas par la suite développer dans le livre qui vient de paraître. D'un côté, dans Destin de destin, tu fais valoir plusieurs aspects, bien sûr, mais ce livre, c'est-à-dire parce que c'est une conférence d'abord et avant tout, que j'ai eu la chance de lire et de travailler très intensément parce qu'on m'avait demandé d'en faire la discussion. Et bon, c'est une chance, c'est là où je t'ai vraiment un peu plus connu d'une certaine façon à travers ce que tu écrivais. Justement, il y a plusieurs aspects, je pense qu'on aurait avantage à essayer de reprendre avant d'en venir à parler du livre plus récent, qui était déjà introduit à ce moment-là dans Destin de destin, cette conférence à Montréal.
d'abord, je pense que d'emblée, ça posait la question de ce que Freud, qui était celui qui avait vraiment vécu dans son temps, autant dans son espérance que dans sa désespérance, autant dans son espérance, parce que c'était un homme des Lumières qui croyait à une certaine forme de progrès, même s'il n'était pas ça au cœur de son œuvre, il reste quand même que très tôt, à travers la guerre, à travers l'expérience de la guerre, à travers les gens qu'il a perdus, à travers ses enfants qui sont allés à la guerre, à travers ses amis qui sont devenus des ennemis, il découvre une tragédie à l'intérieur à la fois de lui-même, à la fois des gens avec qui il est très proche, qui va sans doute donner encore plus d'importance dans son œuvre, si on pense à tout ce qui s'est développé à partir des années 14, 15, surtout 19 et dans l'après-guerre. À ce moment-là, j'aimerais ça que peut-être que tu rappelles un peu ce que tu avais déjà introduit de ça dès 2003, quand tu étais venu nous rencontrer ici à Montréal. Alors, quand tu dis que Freud est un homme qui a vécu dans son temps, c'est vrai qu'il a vraiment vécu pleinement ce moment de bascule. Ils ont été nombreux à vivre ce moment de bascule absolument terrible. Valérie, Husserl, Freud, pas des petits penseurs qui d'un seul coup se sont retrouvés, Ortega y Gasset, c'est pareil, se retrouver face à cette espèce de déchirure du monde complète. Alors, quand on prend par exemple l'adresse de Freud au congrès de Nuremberg en 1910, c'est vraiment le discours d'un Aufklärer, c'est-à-dire non seulement on vient de découvrir quelque chose concernant l'humain qui modifie radicalement la vision de l'homme, donc il y a cette dimension anthropologique dans la découverte freudienne, c'est une méthode thérapeutique, mais en même temps, finalement, très vite, et d'ailleurs, on pourrait dire dès l'origine, avec sa lecture de Oedipe et de Hamlet, mais très vite, il y a l'idée que la découverte va aller au-delà du soin des patients névrosés, que ça va aller tout de suite au-delà. Et ce qu'il explique, c'est qu'on va pouvoir mettre cette découverte au service des masses. C'est-à-dire qu'il y a un vrai projet d'éclairement des masses. Et c'est assez intéressant de voir d'ailleurs que l'Institut de formation de Berlin, qui est à peu près fondé à cette période-là, a un système de consultation publique, de formation par des formateurs de jeunes qui prennent leurs patients en analyse gratuitement avec un système de supervision. Il se trouve que j'ai analysé d'extrêmement près la structure de cet Institut de Berlin, mais c'est un bijou d'intelligence, d'ouverture au monde, de responsabilité, et tout ça avec en main quand même la découverte freudienne, c'est-à-dire les modèles de compréhension de l'appareil psychique de Freud. Autrement dit, il n'y a absolument aucun écart à ce moment-là entre ce que Freud est en train de découvrir, ce que ses disciples, puisqu'ils sont plus jeunes que lui, ce que ses disciples sont en train de se mettre à travailler avec lui, parce qu'ils sont des disciples très actifs, et ce qu'en même temps, ils sont en train de mettre en œuvre pratiquement, ce qui est extrêmement important, puisque au fond, il y a quand même toujours plus ou moins l'idée que ce que Freud nous a fabriqué, c'est beaucoup trop compliqué, quoi. On ne peut pas se servir de ça partout, tout le temps, dans les psychothérapies, dans les analyses. Non, c'est trop lourd. Pas du tout, c'est pas trop lourd. Eux ont démarré des prises en charge d'enfants, d'adultes, en face à face, allongés, dans la polyclinique de Berlin, avec ça.
pourquoi est-ce qu'on renoncerait à ces choses-là? Donc ça, c'est le Freud Aufklärer. Alors, voilà, 1910, 1914. 1914, l'effondrement des grandes internationales. C'est-à-dire qu'au fond, ils s'aperçoivent, bon ça c'est les actuels sur la guerre et sur la mort, ils, au pluriel, c'est-à-dire le hollandais, l'anglais, l'allemand, l'autrichien, ça, ils s'aperçoivent qu'ils étaient convaincus, comme les socialistes, hein, c'est pas compliqué, c'est comme les socialistes, c'est l'effondrement de l'international socialiste. Ils étaient convaincus que leurs idéaux étaient une évidence pour tout un chacun, et que il n'y avait absolument pas de problème. Ils avaient l'éternité devant eux. À ceci près que, du jour au lendemain, Anna est obligée de rentrer bride abattue elle était en Angleterre, elle était en stage de travail en Angleterre l'été 14, elle rentre bride abattue à Vienne, et Jones reste en contact le temps qu'il peut, puis impossible, les Anglais n'ont plus le droit de communiquer avec les Allemands et les Autrichiens. Donc là, il y a un élément... C'est une révélation, enfin. C'est une véritable révélation. Deuxième aspect de la guerre de 14, les enfants. Puisque tous les fils de Freud sont au front, et Freud, qui est sans pitié avec lui-même, se dit « Quelle folie de m'apercevoir que je voudrais la victoire. » Dans les lettres, alors, il arrive à continuer à communiquer avec Jones de temps à autre grâce à Van Emden, qui est le hollandais neutre, puisque les hollandais sont neutres. Donc, il continue à avoir des petites nouvelles par-ci par-là, et puis l'axe Berlin, Vienne, Budapest, lui, est très actif, ils sont à l'intérieur des empires centraux. Mais quand il repère en lui qu'il voudrait la victoire, au fond, ça ouvre un nouveau champ. C'est-à-dire, premièrement, il y a une guerre insensée. Deuxièmement, il y a insensé dans le sens du niveau de meurtre organisé. Deuxièmement, il y a la joie toute puissante de ces nouveaux meurtriers, c'est-à-dire que les idéaux ont complètement changé de place. Et troisièmement, ce constat, qui à mon avis est un des plus importants des actuels sur la guerre et sur la mort. Sont les de 1915. Voilà, exactement. C'est cette idée que finalement, il est moins coûteux de céder à la guerre que de résister à la guerre. C'est-à-dire qu'il y a une régulation de l'appareil psychique et qu'on peut comprendre pourquoi on cède à la guerre, même si c'est la destruction. Psychiquement, c'est moins coûteux. Voilà. Donc, deuxième temps, 1915, on se retrouve tout de suite après au-delà du principe de plaisir. Oui, mais peut-être, juste avant de passer à 1920, peut-être dire deux mots pour rappeler qu'en 1912, donc, avec Totem et Tabou, il avait déjà introduit le rapport père-fils, on peut dire, dans les deux sens, et le meurtre, et la nostalgie, bien sûr. Mais il avait déjà introduit ça, bon, bien sûr, tout son rapport à Jung, mais qui était le fils aussi, d'une certaine façon. Et ensuite, immédiatement après, donc ce que tu viens de rappeler, en 1914, cette catastrophe, tout ce qui est révélé par la guerre qui commence. Tu fais bien de me rappeler cette chose-là, qui est absolument essentielle, parce que dans les considérations actuelles sur la guerre et sur la mort, au fond, la façon dont Freud va l'interpréter, c'est que le meurtrier est absolument intact en nous. L'ancêtre meurtrier est intact en nous. On l'a habillé, on l'a fait propre, en apparence. Il s'est créé des lois, des États,
des États-nations. Enfin, il y a eu comme ça une espèce d'effort culturel colossal tendant à refouler cette dimension du meurtre. Et effectivement, dans Totem et Tabou, il y avait bien l'idée que le pacte social entre les frères, après le meurtre du père, était un pacte qui organisait d'une certaine façon l'interdit, l'instance interne surmoïque, autour de ce noyau de la figure paternelle, et donc le refoulement. Tout à fait. Donc quand Freud doit penser le retour de système de meurtre à grande échelle en 14-18, finalement, il le pense autour du caractère. C'est pas simplement ineffaçable, parce que ineffaçable, ça pourrait se dire d'une trace qui se réactualise. Là, il dit, le meurtrier est absolument vivant, le meurtrier, notre ancêtre primitif, est absolument vivant en chacun de nous. Parce que d'une certaine façon, autant il avait découvert toute la question de son désir incestueux vis-à-vis sa fille à travers ses rêves, au tout début de son œuvre, autant il découvrait, pour ainsi dire, ce qui en était du désir meurtrier du père vis-à-vis ses fils, le père qui envoie ses fils à la guerre. D'une certaine façon, absolument. C'est-à-dire qu'il est à la fois totalement effrayé, puis surtout qu'à un moment donné où un de ses fils est blessé, et il est blessé, ils n'ont pas de nouvelles de lui, c'est sur le front italien, qui est un front extrêmement dur, au moment où l'Italie rentre dans ce grand assaut contre les empires centraux, et là où vraiment il est convaincu que ce fils-là est mort. Et donc, au fond, dans les échanges de correspondance, on voit l'espèce de base continue de l'effroi, parce qu'effectivement, ce sont les pères qui ont envoyé les fils à la guerre. Comment ont-ils fait pour faire cette chose-là? Absolument. Et ça, il le rencontre en lui. Donc, mais c'est un homme de courage et de lucidité. C'est-à-dire que, en même temps, il regarde à l'intérieur de lui et il se dit, de lui-même comme des autres, nous ne sommes jamais montés si haut dans nos idéaux et dans notre être civilisé, parce que, en réalité, nous avons toujours vécu au-dessus de nos moyens. C'est une phrase extraordinaire. Nous avons vécu au-dessus de nos moyens. Nous croyions à un état de stabilité de l'éthique, y compris de l'éthique internationale, mais en réalité, nous étions en train de fabriquer de la dette, et regardez ce qu'elle devient, la dette. La dette, elle devient la boucherie actuelle. Ça, c'est tout à fait remarquable. Mais tu as raison, parce qu'au fond, le contact, et peut-être que je ne me l'étais jamais formulé aussi clairement, le contact est absolument direct concernant le père meurtrier. Tout le problème est de savoir ce qu'il advient des fils meurtriers du père. Tout le problème est de savoir ce qui va devenir des fils meurtriers du père, et tout le problème est de savoir comment va se penser la question du meurtre après ça. Il y a la question de la nostalgie, qui est implicite. Et la question de la nostalgie. Mais bon, tu étais sur le point d'en venir à des textes un petit peu plus de l'après-guerre. On va passer rapidement sur, mais quand même c'est pas sans importance dans ce qu'on vient de dire sur le texte de 1919 sur un enfant est battu, c'est bien ça dont on parle, mais repris par le masochisme. C'est ça, mais au fond, c'est important, il faut qu'on l'ait en tête, et il faut que nous le gardions là, tous deux, en tête, parce que d'une certaine manière, s'il y a bien un exemple que l'on peut donner de ce qui a disparu, totalement disparu à l'heure actuelle, du mode de pensée analytique, c'est bien le masochisme. C'est-à-dire les bienfaits du masochisme. À quoi nous sert le masochisme? Mais pour penser les bienfaits du masochisme, il faut qu'il y ait au fond,
l'essentiel de la théorie freudienne qui va de l'excitation à la liaison de l'excitation, à la liaison de l'excitation sous cette forme de la jouissance douloureuse. Mais tout ça a été jeté par-dessus bord pour une bonne partie du monde psychanalytique à l'heure actuelle. Donc on garde en tête 1919, et moi ce qui m'intéresse, c'est évidemment, et je vais aller très vite, mais ce qui m'intéresse, c'est au fond la suite de ce qui lui arrive après 14. Parce que on est avec l'ancêtre meurtrier en 1918-19, 18. En 19, on est avec les névroses de guerre, la dimension de la répétition. En 20, il y a, au-delà du principe de plaisir, qui met quand même en place la pulsion de mort, tout bêtement, pas plus, pas moins. Donc assez vite après. Et va se déplier l'ensemble de tous les éléments de cette seconde topique qui intègre, prend, transforme la première topique, mais ne supprime pas la première topique, qui reste l'outil de travail en même temps. Tout ce parcours se fait très lentement. Les textes anthropologiques deviennent de plus en plus nombreux chez Freud. Ce sont tous des textes cliniques, absolument tous. L'avenir d'une illusion est un texte clinique d'un bout à l'autre. Malaise dans la culture, c'est un texte clinique d'un bout à l'autre. Et puis on arrive à Moïse, et là, on n'est plus dans l'ancêtre meurtrier. Et pour moi, au fond, le gap, puisque tu parlais de destin du destin, le gap, il est à cet endroit-là, c'est comment est-ce qu'on passe du caractère intact de l'ancêtre meurtrier à l'idée de barbarie. On a changé complètement d'horizon. Donc quand tu dis quand tu dis au début de l'entretien que Freud est un homme de son temps, oui, il a été un Aufklärer. Il a été l'homme qui a connu l'effraction de la désillusion avec la guerre de 14-18, celui qui a connu l'abominable traitement des empires centraux. Parce que quand on lit la correspondance avec Jones, qui est, moi je trouve, prodigieux, c'est de découvrir ce que contenait le traité de Versailles. Hein. Et ça compte énormément pour la suite, c'est-à-dire des pays enfermés, ils n'ont pas de passeport, ils n'ont pas le droit de sortir. Si on veut aller voir Freud, il faut rentrer avec des visas spéciaux. Donc on est à la limite, sous la forme de la punition, des sans-droits. Et puis le retournement avec la haine qui donne l'ouverture à l'accès. Mais... Alors, comment est-ce que ça fait ce que ça donne en psychanalyse dans la prière? C'est tout le problème. Mais au passage, surtout quand on lit Freud, je ne sais pas, je ne peux pas faire une généralité, mais quand on lit Freud, en tout cas ici, quand on vit au Québec et qu'on lit Freud, c'était mon expérience, il est très facile d'oublier l'histoire, le contexte historique dans lequel son œuvre a été construite. Ça ne tient pas qu'à ça, mais on vient de dire que la question de la guerre a été tout à fait une révélation pour lui et a pu, à partir de ce qu'il pouvait avoir comme espérance, on pourrait dire, plonger dans ce que des gens ont appelé son pessimisme. Au fond, c'est bien mal nommé la désespérance qui était liée à ce qu'il venait de vivre et qui allait donner dans son œuvre, justement, théorique, des énoncés que sans doute il n'aurait pas pu faire s'il n'avait pas connu cette dimension-là. Bien sûr qu'il était très au fait de ce qui s'était passé dans toute la tradition grecque et juive, mais ça a été déterminant pour lui, cette expérience dans sa vie très personnelle, dont on vient de rappeler un certain nombre d'éléments. Oui, mais il faut, à la fois, il faut bien penser que c'est une révélation et qu'en même temps, tout ça, c'est-à-dire le meurtre sous cette forme-là, appartient à son histoire. C'est-à-dire que à son histoire personnelle, c'est quand même un enfant qui est né en Galicie, d'un père juif que les bourgeois faisaient descendre du trottoir en jetant
le chapeau d'un coup de main. Donc, ce qui veut dire qu'il a été, avant l'émigration vers Vienne, et ça reste dans les traditions des familles évidemment, il a été élevé dans un pays qui a été traversé par les pogroms. Donc la question du meurtre quand même, la question de l'étranger, la question du refus de l'altérité, ça appartient à son histoire, très très profondément. Donc mais évidemment, c'était un très très grand optimiste, Freud, pas du tout un pessimiste, même à l'extrême fin, c'est-à-dire au fond il y a toujours l'idée qu'il y aura tant qu'il y aura une pensée pour penser, tant qu'il y aura de la raison pour penser, alors il y aura vraiment une lumière allumée. Pour lui c'est une évidence. Donc c'était un très grand optimiste, et son optimisme au fond est celui de l'enfant, dont le père, oui, est un juif qui émigre vers Vienne, mais qui reçoit une éducation classique. Il va au gymnasium, il fait 6 heures de grec par semaine, 5 heures de latin. Il faut voir ce que c'était que la formation en études classiques à l'époque en Autriche. Enfin, c'était tout à fait prodigieux. Voilà, donc il y a à la fois... on est dans un empire, certes, ça n'est pas une démocratie, mais il y a quelque chose comme une espèce d'ouverture à la culture qui lui donne un espoir absolument colossal. Oui, il appartient à ce mouvement d'émancipation des masses dans cette Europe-là. Oui. Mais dans son histoire, il y avait déjà inscrite le destin, le destin au fond de la destruction. Mais il croyait, la civilisation vit avec ses moyens, il croyait qu'on en avait fini avec ça, une fois pour toutes. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que j'ai repris cela? C'était à propos du contexte historique. Oui, mais en fait, c'est ce que je disais, parce que ce que tu disais immédiatement avant, c'était, tu parlais du Moïse, de la fin donc, de son œuvre, et jusqu'à quel point il y a là de déposer une différence par rapport à ce qu'il avait vécu. C'est là où il parle de barbarie. C'est là où il parle de barbarie, et c'est là où... ce lien, ce pacte avec la culture, entre la culture, la civilisation et la barbarie. C'est là que démarre pour moi, le psychanalyste apathique et patient postmoderne. Parce qu'au fond, ça démarre exactement au moment où je me demande de quelle manière Freud aurait pensé la question de la barbarie dans l'après-Shoah, c'est-à-dire à partir de 1945. Comment est-ce qu'il aurait dialogué avec Adorno et Horkheimer, par exemple? Quand même, Horkheimer avait fait une analyse. Il ne faut jamais oublier que l'Institut de Francfort a hébergé l'Institut de psychanalyse. Jamais, jamais. Que Adorno connaît Freud, mais super bien. C'est-à-dire qu'avant la guerre, avant 1939, il fait une première thèse que finalement il ne soutient pas, dont le point d'appui, ce sont les leçons d'introduction de 1917, qu'il connaît mais parfaitement. Et dans de très très nombreux textes qui vont, mettons, à partir des années 55, il va... qu'est-ce qu'être allemand, tous les textes qui ont été publiés dans Modèle critique, il revient régulièrement à Freud et il se sert très très régulièrement de Malaise dans la culture. Son texte de référence, Adorno, pour la suite, c'est Malaise dans la culture, mais par exemple c'est extraordinaire. Là, il y a 5 jours, j'étais en train de lire les notes d'Adorno sur Beckett, notes sur Beckett. Alors, il y a à la fois des textes qui ont été rédigés sur fin de partie, tout ça à propos de « il n'y a pas de poésie possible après Auschwitz », ce qui
ce sur quoi il est complètement revenu 200 000 fois. On laisse tomber, c'est devenu une espèce de facilité de la pensée. Bien évidemment que s'il a développé une théorie esthétique, c'est sans doute qu'on pouvait faire quelque chose avec les poèmes, et c'était quand même un grand ami de Celan, donc voilà. Donc, je reprends ces notes, et il y a les textes sur fin de partie, et il y a des notes dont il n'a jamais réussi à faire un livre, un article qu'il voulait écrire sur l'innommable de Beckett. Et c'est incroyable. Worms, il écrit dans la marge ça. S. Mehood, moi. Comme ça. Puis, dans la marge, puisque les notes, c'est des notes qu'il a prises dans le livre, dans la marge. Alors, dans la traduction allemande, qui avait été faite par Surkamp, et puis il avait son texte français de Beckett à côté. Et alors, à un moment donné, il dit des choses extraordinaires. Normal que Mehood, c'est normal que Mehood veuille faire ça à ça. C'est normal. Qu'est-ce que Worms veut dans sa régression? Voilà. Ça, c'est Adorno, lisant Beckett dans l'après-guerre, et au fond, dépliant le plus qu'il peut cette espèce de réflexion sur la manière d'élaborer ce qu'a été la Shoah dans la destruction des mots. Parce qu'au fond, c'est à cet endroit-là que Adorno va chercher Beckett. C'est au fond, comment est-ce qu'on se débrouille encore avec les mots une fois que tous les mots ont été détruits. Bon, c'est les mots, ce sont tous les textes, les mots de littérature, les mots d'étrangers, etc. Mais il avait déjà commencé dès 1946, tu le dis dans ton livre, il avait déjà commencé, Adorno, à propos, parce qu'il vivait aux États-Unis à ce moment-là, il avait commencé à parler de la psychothérapie aux États-Unis. Bon, il mêlait psychothérapie et psychanalyse, mais comment la question devenait pour lui une sorte d'accommodation, ou en tout cas de simplification, et surtout à ce moment-là de faire sortir que tout ce qui était la culture de masse, tout ce qui était la massification, c'était son mot, du langage en particulier dont tu viens de parler, qui a élaboré par la suite, mais c'est important parce que ça introduit bien sûr ton propos dans le livre qui vient de sortir. Oui, absolument, parce que en 1946, finalement, cet émigré, puisqu'il part d'abord à New York, puis ensuite il se rapatrie à Pacific Palisades avec une bonne partie de la colonie allemande, il y a Thomas Mann, etc. Schoenberg, absolument, oui. Au fond, il est confronté à ce moment-là au devenir de la psychanalyse aux États-Unis. Et d'un seul coup, ça n'a absolument plus rien à voir avec ce qui l'a passionnément intéressé dans Freud, mais plus rien à voir. Et donc, d'une part, il mène une critique absolument au vitriol de la psychanalyse, participant désormais de cette culture du divertissement, la psychanalyse comme cosmétique, la psychanalyse comme une manière de rentrer dans les clous de l'American Way of Life. Le culturalisme aussi. C'est ça, et une sociologisation de la psychanalyse. C'est-à-dire qu'au fond, on va être tout le temps dans un système d'interprétation qui consiste à prendre tout l'environnement socioculturel, ce que nous appelons maintenant, dans les nouvelles voies de la psychanalyse, la contextualisation, merci, parce que tout a des nouveaux mots, mais ce sont des très vieux habits qu'on nous propose d'endosser. Donc, à l'époque, il repère que ce système qui consiste, au fond, cette intégration de la psychanalyse dans les parties consommables, rapidement consommables,
de la civilisation va conduire inéluctablement à une simplification des modèles, à commencer par cette sociologisation, le culturalisme étant évidemment le fer de lance de cette affaire-là à l'époque, mais à l'heure actuelle, on s'aperçoit qu'on a exactement les mêmes ingrédients. Ces ingrédients-là, on les retrouve sous la forme de la contextualisation, on les retrouve aussi bien sous la forme, par exemple, de l'extension de la notion de trauma, puisque finalement, vive la neurotica à l'heure actuelle. Il y a une espèce de vision traumatique de l'histoire de chacun. Ça, effectivement, on a tous des ennuis dans nos vies, de l'enfance jusqu'à la mort, c'est ce qu'on appelle la vie d'ailleurs, mais une mise en épingle du trauma telle que la part psychique interne de perlaboration du trauma disparaît complètement. On va être dans des contextualisations des éléments traumatiques. Et l'argument, bien sûr, de l'adaptation de la méthode, c'est ce qui est un peu ce qui était inclus dans la critique qu'il en faisait à ce moment-là. Mais adaptation de la méthode aussi à travers ce qu'on a appelé très vite, après la guerre, une nouvelle clinique. Oui, alors ça c'est, je dirais que c'est très très important, l'histoire de la nouvelle clinique, parce que bon, l'histoire de la nouvelle clinique, elle n'apparaît pas absolument immédiatement. L'adaptation de la méthode va avec cette idée qui s'est installée petit à petit, mais le problème c'est comment. Cette idée qui s'est installée petit à petit que nous aurions, à partir d'un changement d'univers technologique, social, affaire à de nouveaux patients. Puis, cette mythologie, et je pèse mes mots, car c'est une mythologie, cette mythologie, au fond, elle a remonté dans le temps. C'est-à-dire que c'était nouveau à partir de 70, puis finalement, c'est nouveau depuis la guerre. C'est nouveau depuis la guerre. Depuis la guerre, il y a de plus en plus de borderline. Nos patients ont complètement changé. Et d'ailleurs, nous sommes des psychanalystes extrêmement courageux, puisque nous osons prendre en analyse des gens que vraiment, avant la guerre, on n'aurait jamais pris en analyse. Il suffit de lire très soigneusement les pages du Jahrbuch. Il se trouve que je lis l'allemand, et ça, les pages du Jahrbuch, je les ai quand même examinées d'assez près. Ou tout simplement les cas d'analyse de Freud. Je veux dire, l'homme au loup, l'homme au rat. Mais maintenant, je ne suis même pas sûr qu'on dirait que c'est un cas borderline. Je pense qu'on s'en peut dire qu'il est psychotique, alors que c'est une organisation névrotique remarquable. Et voilà, nous sommes les nouveaux héros de la psychanalyse, nous prenons des cas plus difficiles que ceux qui ont été pris avant-guerre, donc nous avons besoin de nouveaux outils, parce que c'est évidemment très dangereux avec de pareils patients, qui sont des patients dont l'identité est chancelante, comme si l'identité de l'homme au rat, l'identité de l'homme au loup, et l'identité de Dora, qui ne sait pas qui elle est, véritablement, comme toute hystérique qui se respecte, n'étaient pas des identités chancelantes. Donc là, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que, à partir du moment où on change la voie d'entrée dans le champ analytique ou psychothérapique, parce que ceci est vrai tout autant des psychothérapies, à partir du moment où on change la voie d'entrée, on va obtenir une vision du cas complètement différente. Ce qui s'est passé dans l'adaptation de la méthode, à mon sens, ça a été la convergence de plusieurs éléments. Le premier,
suis obligée de repasser par l'histoire. Jacques, je dis plus rien, c'est l'histoire, ça pèse des tonnes. Je ne veux pas t'en défendre. Et ça permet d'éclairer énormément d'éléments. Alors, je refais un petit bout d'histoire et puis on reviendra parce que l'adaptation de la méthode, c'est plusieurs choses à la fois. Mais historiquement, c'est assez intéressant de voir comment une théorisation nouvelle de l'appareil psychique et un retour en force de la théorie du trauma est apparu au moment où, passé l'immédiate après-guerre, où des gens comme Levenstein, etc., commencent à essayer de penser ce qui s'est passé pendant la Shoah. Bon, ensuite, silence. Et puis, 1960, premier texte de Niederland. 1964, texte de Niederland très 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 important, où cet homme, qui est un Américain, juif immigré, etc., essaye de définir ce que c'est qu'un préjudice, le préjudice d'un survivant, un préjudice non immédiatement visible. C'est un très honnête homme. Je ne sais pas comment dire. En même temps, je ne sais pas ce que j'aurais fait, moi, en 1960, aux États-Unis, avec l'histoire de la Shoah qu'on avait tous, et les déportations dans les familles, etc., et l'immigration et tout. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Donc je ne jette pas la pierre du tout à Niederland. Niederland, 60, 64, il y a les réparations de guerre versées par les Allemands qui commencent à devenir une véritable donnée de réflexion. Qu'est-ce que c'est qu'un survivant de la Shoah et de quelle manière peut-on faire valoir son préjudice même si il n'a pas perdu bras et jambes? Qu'est-ce que c'est? Donc, il va bien falloir réussir à le penser. Et on voit là rentrer une théorie du trauma dans le champ analytique qui, elle, je dirais d'une certaine manière, va échapper à Niederland complètement pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a des enquêtes de très grande ampleur qui se mettent alors en place, parce qu'on s'aperçoit que les survivants qui ont réussi, soit des survivants des camps, qui ont été récupérés par l'armée canadienne, l'armée américaine, etc., et qui ont été soignés comme on a pu, puis à qui on a trouvé des lieux d'arrivée en Amérique du Nord, ils ont été quand même assez nombreux. Il y avait tous ceux qui avaient échappé à temps à la persécution nazie dans les sociétés proprement psychanalytiques. Donc il y a vraiment tout un ensemble de gens. Bon, tous ces gens-là, ces psychanalystes-là, vont s'apercevoir qu'il y a encore des survivants, mais des vrais survivants, des gens qui ont été dans les camps, ou qui ont été des enfants cachés, et qu'il faut les interroger avant qu'ils ne meurent. Donc on n'a pas tellement de temps. À ce moment-là, on est en 70, 72, de grandes enquêtes sont déclenchées, donc l'enquête Kestenberg, l'enquête Cristal, le groupe Ostov, etc., qui réunissent des interviews et qui commencent à catégoriser ce qu'ils extraient de ces éléments. Mais ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que depuis Niederland jusqu'au rendu, par exemple par Cristal, des résultats des enquêtes, on voit le modèle du trauma qui prend de l'ampleur, qui prend de l'ampleur, qui prend de l'ampleur. Et parallèlement, une révision complète de l'appareil psychique, du modèle de fonctionnement de l'appareil psychique, puisque finalement, on peut imaginer un appareil psychique traumatisé dont il ne reste rien pour fonctionner. Ça, c'est le trauma extrême. Alors, Carol Babe, par exemple, développe ça, le trauma. Donc, on est dans une espèce de pathétisation
des effets de la Shoah qui est absolument stupéfiant, mais dont on a aussi en philosophie un équivalent. Par exemple, quand Agamben fait du musulman le modèle de l'homme des camps, c'est complètement fou. Alors, Dieu merci, il y a des tas de gens qui maintenant sont en train de revenir sur tout ça, car il est bien évident que s'il y a eu des survivants, c'est très précisément parce que le musulman n'était pas le modèle de l'homme qui vit dans les camps. Donc, mais ce mouvement de pathétisation qui se prolonge, et on va voir comment, à travers en particulier le modèle de l'empathie, parce que c'est bien ça que vise mon psychanalyste apathique. Être apathique est une qualité, bien évidemment. C'est pas du tout un défaut. C'est pas la nonchalance, c'est tout le contraire. C'est l'énergie de la froideur, c'est-à-dire l'énergie de la pensée en même temps. Mais ce mouvement se prolonge, c'est-à-dire le grand pathos permet à des gens d'écrire texte sur texte, à la fois sur, par exemple, le film de Lanzmann, Shoah, en expliquant que Lanzmann est un enfant qui lui-même a échappé au camp. Il a été un enfant caché. Oui, ça, on sait ce que c'est que les enfants cachés, on en a dans nos familles, hein, donc tout va bien. Et que c'est le cercle, qu'il décrit le cercle vide de l'atrocité. Mais qu'est-ce que ça signifie? Alors qu'il y a une intelligence du montage pour éviter justement le colmatage simple par l'image qui serait un objet de consommation. Et donc, au fond, cette contrainte à passer par le langage, alors qu'il fait fonctionner tout au long du film Shoah, avec effectivement des mouvements, d'un seul coup, des mouvements d'intense émotion. La séquence du coiffeur de Haïfa est inoubliable, évidemment, où d'un seul coup, là, il est coupé. Mais ces gens veulent parler. Ils ne veulent pas qu'on soit dans l'empathie. Ils ont quelque chose à élaborer, justement, sans le spectaculaire. Parce que, d'une certaine façon, les camions, les soldats britanniques, parce qu'ils ne savent plus comment faire autrement, poussant à la pelleteuse les corps de Bergen-Belsen, on est déjà rentré dans le spectaculaire, dans l'image, dans le pathos aussi. Et dans le pathos. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a du pathétique. Ah, mais si. Ça, absolument. C'est qu'on a beaucoup réfléchi avant de montrer à nos enfants ces images-là. Bien évidemment. Mais c'est, quand je dis qu'on a beaucoup réfléchi, ça veut dire qu'on a beaucoup parlé. C'est ça. Et qu'on a beaucoup parlé avec les mots qui disent ceci et les mots qui disent cela. Donc, au fond, je pense que au moment où on voit, c'est pour ça que je voulais repasser par l'histoire, le trauma qui rentre en force, l'empathie qui rentre en force, un usage simplifié du langage qui rentre en force, une consommation de plus en plus facile de la métapsychologie qui rentre en force, puisqu'avec le trauma, on est tranquille, il reste le trauma, l'identité, le self, qui est la même chose que l'identité, très vite, parce que la différence entre l'identité et le self, on y voit plus goutte. Qu'on aille donc lire les embarras de l'identité de Vincent Descombes, et on verra que c'est un petit peu plus difficile que ça, justement, au niveau du langage, que la question identitaire est une question extrêmement compliquée, et très compliquée par la question du self. Bon. Voilà, ces éléments-là sont convergents, et le dernier élément qu'il ne faut pas manquer pour comprendre l'ampleur de ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est évidemment tout ce qui vient de la critique de la psychanalyse comme non scientifique. Et alors ça, il faut vraiment remonter en amont, ça ne se voit pas,
Mais quand on fait de l'histoire, on s'aperçoit que les convergences finissent par avoir un sens. Ça ne se voit pas de prime abord, c'est-à-dire, on ne voit pas de prime abord que Kohut, homme qui quand même, dans une interview, un quotidien, un hebdomadaire, je ne sais plus, quotidien américain, a expliqué que sa fuite hors d'Autriche a été un élément déterminant dans l'élaboration de la self-psychology. On ne voit pas d'entrée de jeu que Kohut, avec son self, ses objets self, ses vrais self, et Schaeffer, en fait, qui vont venir ensemble, viennent de deux horizons complètement différents, mais en réalité vont s'accorder absolument sur le fait que, de toute façon, la psychanalyse est non scientifique. Donc il ne nous reste qu'une seule chose à faire, c'est à lâcher la métapsychologie. Alors, la veine Kohut, elle est plutôt autour du traumatisme et des cicatrices incicatrisables du traumatisme. Et alors, Schaeffer, lui, s'inscrit directement dans la veine des psychanalystes de l'ego-psychology, très ébranlé, très vite, par l'attaque en règle de Nagel et Dento dans ce fameux symposium de New York, je pense 58-59, où Nagel et Dento font la démonstration que Grünbaum, en fait, il va chercher dans Nagel et Dento, il reprend. Nagel et Dento font la démonstration qu'aucun des réquisites scientifiques, la psychanalyse n'y souscrit. Donc maintenant, les psychanalystes arrêtent, qui s'occupent donc de ce dont ils s'occupent, c'est-à-dire de l'herméneutique, et qu'on cesse une bonne fois pour toutes avec cette prétention à la scientificité, c'est-à-dire à une énergétique, et au référent, à un mode de décharge, une vraie décharge, et au référent, c'est-à-dire à une concordance entre les énoncés que nous fabriquons, les énoncés théoriques que nous fabriquons, et le monde. Les énoncés rendent compte du monde. Alors, ça, c'est les philosophes de la philosophie analytique ont été, mais en France, émerveillés. Je veux dire, Bouvresse, son Wittgenstein, lecteur de Freud, est un canardage absolument systématique de Freud, avec une lecture très parcellaire de Wittgenstein, parce que Wittgenstein, il n'était pas viennois pour rien. Hein. Je veux dire, d'abord, toute la moitié de sa famille était passée sur un divan. Et il est très malin. C'est-à-dire que quand il parle de la psychanalyse comme mythologie, en même temps, il passe son temps à réfléchir. Alors, il y a des erreurs grossières dans la lecture de Freud, mais ça l'amène à réfléchir sur les ancrages de ce que Freud appelle des analogies. D'où ça vient, ces analogies? Il ne rabat absolument pas purement et simplement comme ça l'analogie telle que Freud l'envisage du côté de la métaphore et de l'herméneutique. Mais évidemment, quand Bouvresse s'occupe de ça, là, je veux dire, le sac est vaste, on va mettre dedans Freud, la French philosophie, donc il y a Lyotard, Derrida, Foucault, je veux dire, il ne sait plus qui attraper, c'est toute cette French philosophie qu'il déteste, c'est la philosophie analytique américaine dans ce qu'elle a de plus rigide, mais qui a fait, pour une raison que j'ignore, extrêmement peur aux Américains eux-mêmes. C'est ça qui m'étonne le plus. Au fond, il faut attendre des gens qui relisent les philosophes analytiques américains. Il faut attendre des psychanalystes, par exemple Kirchner, Lewis Kirchner, est absolument formidable, parce que son texte date, sur le postmoderne, date de 2000, et finalement, on s'aperçoit
qu'il a relu Putnam, il s'est rendu compte que la question du réalisme se posait dans des termes beaucoup plus compliqués. Il a très bien vu d'où partait la terreur exercée par, au fond, les suites du cercle de Vienne, c'est-à-dire le positivisme logique pur et dur. Il a très bien vu d'où venait la confusion, parce que c'est une véritable confusion qui règne avec Rorty, puisque Rorty dit « mais moi j'en viens, mes amis, j'en viens ». Et donc, de cette philosophie analytique, je vais vous l'arranger pragmatique. Donc, compréhension. Voilà. Et alors là, du moment que ça marche, c'est bon. Et un relativisme, l'ouverture à un relativisme à tout craint, mais subtil, parce que le relativisme à tout craint, au fond, s'appuie sur l'idée développée par Kuhn, mais développée par Foucault, que finalement, il y a de véritables changements, des révolutions, ce que Kuhn appelle des révolutions scientifiques, qui sont le moment où une théorie va obtenir un consensus de la société scientifique. Donc, à un moment donné, la psychanalyse a obtenu ce consensus, un petit peu, mais enfin bon, mettons qu'elle l'ait obtenu, et puis, ça change. Mais vous voyez bien, c'est relatif à un système de validation consensuelle par la société. Donc il y a ça d'un côté. Et de l'autre côté, il y a cette idée de Rorty, qui est que de Foucault, qui est, mais que Rorty reprend, d'où mon erreur, de Foucault, qui est que par période, on se retrouve avec des systèmes de pivotage complet de ce qu'il appelle une épistémè, c'est-à-dire un mode d'articulation du savoir. Donc, il prend ça, c'est dans les mots et les choses, il démarre ça avec le tableau Lénine, etc. Mais on voit bien comment il inclut, au fond, une analyse de Freud dans la dernière partie de ce livre, avec, autour de la notion de travail, c'est-à-dire tout le montage de l'appareil psychique, quand même, dès l'instant où on entre la notion de travail, avec la notion de travail qui s'infiltre dans la pensée par un tout autre biais, qui est la question du travail chez Marx, et la réflexion de la circulation du travail comme transmuté en valeur. Donc, il montre bien comment une notion ne rentre pas dans un champ de pensée seul. Alors, mais ça ne veut pas dire que pour autant, même s'il y a des changements d'épistémè, de configuration épistémique, ça ne veut absolument pas dire que la configuration épistémique antérieure est fausse et hors science. Il montre au contraire, par exemple, il prend le système des classifications de Cuvier et il montre très très bien comment ça va être repris et retravaillé tout autrement. Ça ne veut pas dire que ça n'existe plus. Mais une des choses aussi que ça fait ressortir, toute cette lecture que tu fais de l'usage de ces philosophes européens, c'est aussi l'invalidation de la position d'abstinence comme étant à la base même de l'écoute analytique. Il faut payer le prix à l'empathie. Et il faut payer le prix au relativisme. Il est là le problème. J'ai presque envie de dire, il faut d'abord payer le prix au relativisme. Puisqu'au fond, si les énoncés sont juste les énoncés du moment, si on a absolument renoncé à la valeur de vérité de l'énoncé, même mise en doute, même manger à l'acide, de l'intérieur à l'acide du doute, qui est quand même ce que nous vivons jour après jour. Il est évident que si on a renoncé à ça,
il ne reste plus que la conversation, tout simplement. Comme l'Est, il n'y a plus rien. Il ne reste plus que la gentille conversation. Et je dis gentille parce que la dissymétrie de la situation analytique n'est plus tenable. L'analyste n'a pas plus de rapport à la vérité que son patient. Et l'analyste n'a pas plus de surplomb que son patient. L'analyste, il n'a même pas une analyse d'avance, qui est quand même ce que nous nous disons entre nous, sur son patient. Voilà. On a au moins une analyse d'avance. Puisque ce qu'a produit l'analyse, c'est simplement une configuration, la configuration d'un récit sur soi dans l'interaction avec l'analyse qu'on a eue. Maintenant, vous changez d'analyste, vous aurez une toute autre configuration. Et comme il n'y a plus de levée de l'amnésie, puisque tout est centré sur le vécu affectuel, et donc il n'y a pas de problématique de report au passé de ce que révélerait éventuellement le transfert. Le transfert, c'est un transfert entre toi et moi, dans lequel l'autoritarisme de l'analyste a été complètement critiqué. Donc, voilà, le relativisme conduit absolument inéluctablement à une égalité complète des positionnements de l'analyste et du patient, mais à un point qui est parfois renversant. Par exemple, je suis tombée sur des textes de Spezzano expliquant que quand il écoute son patient, depuis j'ai trouvé encore pire, mais bon, quand il écoute son patient, ça lui donne des idées et il communique les idées qu'il a, les pensées qu'il a à son patient, en espérant, en lui disant qu'il espère qu'il pourra en faire quelque chose. Mais la responsabilité de l'analyste, où elle est, c'est inimaginable. Voilà, donc on a effectivement adaptation dans ce système relativiste à la demande du patient. Puisque qu'est-ce qui permettrait à l'analyste de tenir la position, parce que c'est ce qui est le plus difficile quand même dans l'abstinence, de tenir la position de silence qui évidemment est ce qui va permettre d'ouvrir la sorte de coque surmoïque, puisque l'analyste va apparaître comme l'analyste cruel, car c'est lui qui va finir par endosser les habits du surmoi. Et donc là, il va pouvoir être attaqué. C'est-à-dire qu'on va enfin avoir affaire à la bataille entre le moi et le surmoi, avec en arrière-fond tous les fils qui mènent au ça. Le surmoi étant quand même pour partie composé de ces objets infantiles. Donc, la figure paternelle, pourquoi est-ce qu'elle vient s'imposer dans l'analyse? Parce qu'elle vient s'imposer en rentrant par la voie transférentielle de l'attaque contre l'analyste. À la condition d'abstinence. À la condition d'abstinence. Donc, car comment voulez-vous attaquer un si gentil analyste qui, quand vous lui demandez pourquoi vous renoncez, pourquoi vous décommandez une séance, vous dit que non. Est-ce que vous n'êtes pas malade? Je t'ai vu. Est-ce que vous n'êtes pas malade? Vous n'êtes pas très malade? Répond, ne vous inquiétez pas, mais non, je ne suis pas malade. Le bien du patient. Le bien, il ne faut pas Tout son bien. Il ne faut pas qu'il fasse de soucis inutilement, de crises d'angoisse en son absence. Le pauvre patient, il est très fragile. Alors que bien évidemment, il faut qu'il soit en prise. Qu'est-ce qu'il demande en disant? Il pourrait lui dire, mais quoi, votre petit-fils est né ou votre petite-fille est née? C'est insupportable que vous alliez vous amuser avec vos enfants, vos petits-enfants. Non, c'est pas ça que dit le patient. C'est, vous n'êtes pas malade? On sent là, et si vous étiez malade? Et si vous étiez bien malade? Voilà. Pour atteindre la dimension du meurtre, encore faut-il que l'analyste soit attaquable. C'est-à-dire qu'il permette l'attaque. Et
inversement, sur la question de la jouissance, pour atteindre le niveau oedipien, encore faut-il que l'analyste soit attaquable sur le silence qu'il fait peser sur ses plaisirs. Pas de secret. Écoute, je te remercie encore une fois et encore de cette générosité et surtout la façon que tu as d'incarner tout ce que tu dis. Je me rappelle très bien que moi j'avais lu l'action de la forme avant de te connaître. Et quand je t'ai connu en 2003, ça a tout changé à ce moment-là, de relire ce que tu avais écrit déjà, qui était de te voir en train de reparler de l'action de la forme. Mais c'est un exemple moi qui m'avait touché beaucoup. Mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de ça qu'on a pu relancer de cette façon que tu as de présenter les choses si essentielles et si essentielles pour toi, de toute évidence. Et inversement, je veux te remercier, Jacques, de m'avoir offert la possibilité de cet entretien, que tu prennes comme exemple l'action de la forme. Ouais. C'est assez drôle parce que on ne cesse de me dire que ce livre est horriblement difficile. Il n'est pas du tout horriblement difficile. Il a juste besoin d'être lu avec un petit peu d'attention et un petit peu lentement. Mais finalement, c'est ça. Je te remercie parce que tu me permets de parler des choses. Et tu as raison, c'est vrai que quand on en parle et qu'on explique oralement la façon dont les pensées viennent, dont on bâtit finalement progressivement, pas ces réponses, mais ces questions, puisque c'est finalement ce ne sont que des questions. Mais je trouve que tu incarnes très bien l'action de la forme, justement. Voilà. Merci.